Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce top 10 des saisons sans titre. Avant toute chose, je t'invite à aller voir la première partie si tu ne l'as pas vue, car sinon cette deuxième partie va te sembler moins intéressante. Aujourd'hui, on va donc parler des saisons qui ne sont pas rentrées dans mon top 10. Alors la vidéo sera moins montée, il y aura moins d'images, ce sera moins écrit. On va plus être en mode talk, car j'avais envie juste de parler, d'évoquer tranquillement les saisons que j'ai pas pu rentrer dans le top 10. Dernière précision avant de commencer, il y aura 11 saisons dans cette vidéo, mais elles ne seront pas classées entre elles, hein. Le top 10 a déjà été fait, mais je ne vais pas faire un top 11 à 22. Donc voilà, c'est parti. La première saison que j'avais envie d'évoquer, c'est celle qui a failli entrer dans mon top 10, hein, je dirais que c'était la 11e, c'est Damon Hill en 1994. Alors en 94, déjà Schumacher gagne le titre pour seulement un point, donc déjà le critère du fait que c'était serré aurait pu faire entrer cette saison. Mais en plus, la manière, le scénario avec lequel Schumacher gagne, on connaît tous, c'est le premier titre de Schumacher, où donc il se fait rattraper par Hill, il n'y a plus qu'un point d'écart avant le dernier Grand Prix. Schumacher est devant Hill en piste mais fait une erreur, Hill le double et quand Hill le double, Schumacher voilà, lui rentre dedans. Les deux pilotes abandonnent et Schumacher est champion du monde de cette manière. Donc voilà, donc on peut clairement dire que Hill aurait largement pu être champion en 94 puisqu'il allait doubler Schumacher et donc s'il finissait devant lui, il était champion. C'est ce qui allait se passer à cause de l'erreur de Schumacher. Donc sans l'accident, sans l'accrochage provoqué par Schumacher, Hill était champion. Donc voilà, donc il y a cette saison d'Hill en 94 qui me semblait d'emblée importante à mentionner. Ensuite, j'avais envie de parler de Fangio en 1950. Alors Fangio, il est 5 fois champion du monde, hein, 51, 54, 55, 56, 57, mais il aurait pu l'être dès 1950, c'est-à-dire dès la première saison de l'histoire de la F1. Il n'y avait que 6 courses au programme cette année-là, 7 si on compte les 500 miles des Indianapolis, mais auxquelles Fangio, etc. ne participait pas. Et Fangio a gagné 3 des 5 premières courses, hein. Il s'est présenté au dernier Grand Prix avec 4 points d'avance sur Farina. Donc c'était dans un championnat avec seulement 7 courses et un petit barème et peu de voitures compétitives. Ça paraissait quasiment impossible qu'il perde le titre. Et pourtant il l'a perdu parce qu'il a dû abandonner 2 fois. La première, il a abandonné mais il a réussi à piquer la voiture de quelqu'un d'autre pour du coup finir la course, mais il était déjà mal embarqué et il y a encore eu des problèmes sur cette nouvelle voiture. Il a dû abandonner. Et pendant ce temps, Farina, je crois, a gagné la course. Ouais, il a gagné la course et du coup il remporte le titre pour 3 points. Donc voilà, 3 victoires en 6 courses, 4 points d'avance avec la pole au dernier Grand Prix, et au final, Fangio, pas champion du monde. Donc cette saison rentre très très haut dans le top. Enfin voilà, je pense qu'elle était vraiment aux portes du top. On passe ensuite à Graham Hill, voilà, qui est déjà champion en 62 et en 68, mais qui aurait pu devenir triple champion du monde, avec le titre en 64. Donc cette saison-là, Hill il domine le championnat, hein, il commence par une victoire, ensuite il fait quatrième, cinquième, deuxième, deuxième, donc il a une belle avance. Mais ensuite, il a 2 abandons en Autriche puis en Italie. Puis une victoire au Grand Prix des États-Unis, pardon. Et donc, du coup, le voilà en tête dans la course au titre au moment du dernier Grand Prix au Mexique. Il a 39 points. Surtees en a 34. Clark en a 30. Il y a une grosse lutte entre les trois. Il galère un peu en début de course, mais il est troisième et ça lui suffit pour être champion du monde. Puis il y a Bandini, le coéquipier de Surtees, qui vient lui rentrer dedans. On n'a jamais su si c'était volontaire, etc. Mais on peut tout imaginer. Toujours est-il que il doit passer au stand et perd énormément de temps. Il a un tour de retard. Du coup, il ne peut plus compter que sur les événements de devant. Il n'est plus dans la course au titre. Et le titre allait revenir à Jim Clark qui était en tête, mais il a eu une fuite d'huile, Jim Clark. Il a dû abandonner, une fuite d'huile ou un boulon mal serré aussi. Donc voilà, tout ça a fait qu'il a dû abandonner à 2 tours de l'arrivée. Et du coup, au final, c'est John Surtees qui a remporté ce titre, mais un titre qui aurait dû revenir à Graham Hill, ou alors à Jim Clark, mais voilà, c'est un peu miraculeux que Surtees le gagne, donc voilà, ça aurait pu rentrer dans mon top. Alors pour en terminer avec les vieilles années de la F1, je citerai la saison 58 de Sterling Moss. Donc Moss, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le poulie d'or de la Formule 1, 7 fois sur le podium final, mais jamais champion du monde. Et clairement, il aurait pu l'être en 58. Donc il avait été 3 fois vice-champion du monde d'affilée derrière Fangio en 55, 56, 57. Et il pensait que c'était la bonne en 58 puisque Fangio n'était pas là, enfin il a couru que 3 courses sur l'année, il ne participait pas de manière active au championnat. Mais du coup cette année-là, il y a un duel quand même avec Mike Hawthorne, et Moss a 2 points d'avance à 2 Grands Prix de la fin, mais il abandonne l'avant-dernier Grand Prix, 4 points de retard du coup au moment d'atteindre la dernière course. Il gagne la course, mais Hawthorne est deuxième, ce qui fait qu'au final Moss échoue à un point et devient 4 fois d'affilée vice-champion du monde. Donc voilà, donc il me semblait important de citer une saison de Moss dans ce top 10, enfin dans cette série de vidéos, parce que Moss est le non-champion par excellence. Et voilà, une saison où Moss finit à un point, elle devait au moins être dans cette deuxième partie.
Ensuite, j'évoque vite fait les années où Prost et Senna se sont mis dans le décor au Japon, donc en 89 et en 90. Mais en fait, elles sont pas du tout restées proches de mon top 10 parce qu'en fait, à chaque fois, le pilote qui a mis l'autre dehors a certes obtenu le titre de manière un peu volée, un peu de mauvaise manière, mais les deux fois, il méritait de gagner. Et en plus, c'était pas le dernier Grand Prix, il y avait un autre Grand Prix derrière, ce qui fait que même sans l'accrochage, il aurait été à 90% champion du monde. Donc voilà, donc Prost 89 et Senna 90 méritent leur titre, même si c'était obtenu sur une mauvaise manœuvre. Ils auraient quasiment jamais pu perdre ce titre, donc ça rentre pas vraiment dans mes critères d'une saison de non-champion, d'un mec qui aurait dû être titré et qui l'a pas été. Puisqu'on est sur Prost, j'évoque deux autres saisons où le titre lui a échappé de peu, en 83 et en 88. On l'a dit dans la première vidéo, Prost il a eu une histoire compliquée avec les titres. Il est d'ailleurs quatrième du top en 84. Hein, la saison il finit qu'avec 0,5 points d'écart sur Loda, donc il est dans mon top 10. Mais en 83, Prost n'avait pas encore été champion du monde. Il entamait sa troisième saison, la deuxième chez Renault. Il était dans un championnat serré où il se battait avec la Brabham de Piquet et la Ferrari de Patrick Tambay. Il gagne 4 courses et à 3 GP de la fin, il a 14 points d'avance sur Piquet, 10 sur Tambay. Mais une turbine qui se casse en Italie, pendant que Piquet gagne, donc l'avance se réduit à 5 points. Piquet gagne encore au Grand Prix d'Europe avant le dernier Grand Prix, donc il n'y a plus que 2 points d'avance pour Prost. Et au dernier Grand Prix, il vit une course galère pendant que Piquet est dans les deux premiers, il est bien. Et il y a encore un problème de turbine cassée qui fait encore abandonner Prost. Donc Prost perd le titre sur deux abandons de turbine sur deux des trois derniers Grands Prix, donc c'est vraiment horrible. Et puis en 88, c'est différent, voilà, c'est un duel de coéquipiers avec Senna, donc les deux McLaren voilà, survolent tout le reste du peloton. Sauf que cette année-là, il y avait une petite règle, c'est-à-dire qu'il y avait 16 courses, mais on gardait que les 11 meilleurs résultats. Donc avec ce mode de fonctionnement, euh, c'est Senna qui a été champion avec 3 points d'avance sur Prost. Mais si on avait compté les 16 résultats et non pas les 11 meilleurs, bah c'est Prost qui aurait été champion et avec 11 points d'avance. Donc voilà, donc de quoi foutre les boules. Et il me semble d'ailleurs qu'après cette saison 88, on a abandonné ce système de garder que les 10 meilleures performances ou quelque chose comme ça. Et on a compté toutes les performances. Donc, voilà, donc un an près, ce titre revenait à Prost. Puisqu'on est dans les années 80, on va y rester un petit moment, parce qu'en fait, il y a beaucoup de saisons très serrées dans les années 80. Et là, on est sur une saison qui a tourné cette fois-ci à la faveur de Prost, mais à la défaveur de Mansell et de Piquet. Donc la saison, c'est un duel entre les deux McLaren de Prost et Senna et les deux Williams de Mansell et Piquet. Ça va jouer à la dernière course. Mansell, il avait 7 points d'avance sur Prost et sur Piquet. Tout se passait bien, il était tranquillement troisième, ça lui suffisait pour être champion. Il était derrière Keke Rosberg et Nelson Piquet. Puis d'un seul coup, à 20 tours de l'arrivée, le pneu de Rosberg il a explosé. Et dans le même tour, je crois, le pneu de Mansell a également explosé. Donc Mansell hors course, voilà, le titre n'était plus dans ses mains. Le titre était du coup passé dans les mains de Piquet virtuellement. Mais Piquet avait peur lui aussi que son pneu explose et Williams l'a rappelé au stand. Ce qui fait que Prost lui est passé devant et Prost a gagné le titre comme ça sur deux explosions de pneus et une grosse frayeur de Piquet. Donc voilà, c'est vraiment une saison assez étrange. Le titre aurait quasiment jamais dû revenir à Prost. C'était Mansell qui était super bien avec 7 points d'avance jusqu'à ce que son pneu explose. Et puis ensuite, c'était dans les mains de Piquet, mais voilà, il y a eu l'abandon. Je trouve ça vraiment incroyable que les saisons jouent sur des détails comme ça. Dans les années 80, il y a aussi la saison 81 où c'est Carlos Reutemann qui aurait pu entrer dans l'histoire, mais il s'est fait souffler le trophée par Piquet. Bon, en gros, Reutemann il commence la saison très fort, il fait deuxième, premier, deuxième, troisième, premier, donc du coup il y a une bonne avance. Mais au fur et à mesure, ça va se diluer dans la saison, il va perdre des points. Ce qui fait qu'à deux Grands Prix de la fin, il a quand même plus que 3 points d'avance sur Piquet et 12 sur Alan Jones. Euh, à l'avant-dernier Grand Prix, il commence avec les mauvais pneus entre la pluie et le sec, et du coup il est très vite hors course totalement, il finit à un tour, il marque 0 points, donc son avance se réduit à, je crois, un point. Un point puisque Piquet gagne la course, je ne sais même plus. Il y a un point d'écart en tout cas au dernier Grand Prix entre Piquet et Reutemann. Il part en pôle, Reutemann dans le Grand Prix, sa sixième pole de sa carrière, mais il va littéralement craquer sous la pression, il rate son départ et ensuite il est à la rue complet. En plus il a quelques petits problèmes mécaniques, voilà, ce qui fait que c'est catastrophique. Et du coup, bah, c'est Piquet qui est champion du monde, quoi, parce que Reutemann a totalement foiré ces deux dernières courses. D'abord sur un choix stratégique,
et puis sur la peur, sur des mauvais choix. Donc voilà, donc c'est incroyable que Reutemann n'ait pas gagné ce titre en 81, il l'avait quasiment dans les mains. Pour terminer sur les années 80, j'ai une saison qui a failli être ma wildcard, j'ai failli la mettre en 10ème juste pour la citer, tellement je trouve ça incroyable. C'est Michele Alboreto en 1985. Alors ça peut paraître surprenant parce qu'en fait Alboreto cette saison-là il finit à 20 points euh, du gars qui gagne le championnat, c'est-à-dire d'Alain Prost. Mais en fait, Alboreto a dû abandonner les 5 dernières courses de la saison sur rendu mécanique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et avant ces 5 abandons, il y avait que 3 points d'écart avec Prost. Donc je trouve ça vraiment hallucinant. 5 abandons, tous mécaniques, hein, il n'y a pas d'accrochage, il n'y a rien. Il abandonnera également les 4 premiers Grands Prix de la saison suivante sur pas de mécanique, enfin sur rendu mécanique. C'est-à-dire qu'il va abandonner 9 Grands Prix de suite sur abandon mécanique. Et ça lui a quasiment coûté un titre, hein. Impossible de dire ce qui se serait passé avec Prost dans le duel, mais en tout cas il abandonne les 5 derniers et il finit à 20 points alors qu'à la base il n'y a que 3 points d'écart quand sa malchance commence. Yann Boreto, au final, c'est le troisième pilote de l'histoire qui a le plus abandonné. Il a abandonné 102 des 194 courses qu'il a courues. Donc c'est vraiment horrible. Et je trouvais que voilà, fallait parler de ton histoire dans Stop. C'était vraiment absolument incroyable. Enfin, pour finir cette deuxième partie, on va évoquer deux saisons qui concernent Fernando Alonso. Une où il aurait pu gagner le titre et une où il aurait pu le perdre. Je vais commencer par parler de 2006 où il a gagné le titre mais il aurait pu le perdre au profit de Michael Schumacher. Donc cette saison-là, on connaît tous l'histoire, Michael annonce qu'il va prendre sa retraite, et à deux Grands Prix de la fin, il y a égalité parfaite entre Alonso sur Renault et Schumacher sur Ferrari. Et au Grand Prix du Japon, c'est Schumacher qui mène le Grand Prix, jusqu'à ce que son moteur explose, voilà, une image qui hante encore les tifosi. Son moteur explose, Alonso gagne la course, et du coup, il devient champion du monde de manière automatique. On est passé donc du coup d'une avance de 2 points pour Schumacher à un retard de 10 points, un retard rédhibitoire quoi, qui ne pourra plus jamais être rattrapé. C'est terrible parce que Schumacher aurait pu finir sur un dernier titre en 2006, mais voilà, il y a ce moteur qui explose au Japon et on ne sait pas ce qui se serait passé à la dernière course. L'autre saison qui concerne Alonso, c'est la saison 2012 forcément, euh, mais cette saison-là n'est pas rentrée dans le top parce que cette saison-là, Vettel mérite le titre à 1000%. Hein, je ne sais pas combien de points d'avance il a, je crois qu'il a 10 ou 12 points d'avance à l'entame de la dernière course. Il aurait fallu vraiment une catastrophe pour qu'il le perde. Catastrophe qui a failli se produire parce qu'il y a le fameux spin au premier virage, ensuite enfin, au premier tour. Ensuite il y a une course folle où il y a l'accrochage entre Hülkenberg et Hamilton. Finalement c'est Button qui gagne la course devant Alonso. Enfin une course vraiment folle où Vettel a failli tout perdre quoi. Et au final, on a cette fameuse image d'Alonso qui apprend qu'il a perdu le titre, enfin qu'il n'a pas gagné, quoi, que Vettel a réussi à remonter suffisamment pour être dans une position qui lui assure le titre. Et donc voilà, mais c'est pas rentré dans mon top, c'est pas allé très haut parce que cette année-là, voilà, le titre doit revenir à Vettel de manière logique et sauf cataclysme, il aurait pas dû le perdre, quoi. Donc voilà, c'était la dernière saison dont j'avais envie de parler. Voilà, je trouvais ça intéressant de faire stop 10, surtout en deux parties, parce que j'avais envie vraiment de montrer qu'en fait les palmarès se jouent à rien quoi. Prost, il a 4 titres, mais si tout avait mal tourné pour lui, il aurait pu en avoir que 2, et si tout avait très bien tourné, il aurait pu en avoir 8. C'est un peu pareil pour Hamilton, il pourrait en avoir que 5 à l'heure actuelle s'il n'avait pas gagné en 2008. Enfin voilà, il pourrait déjà en avoir 8 s'il avait gagné en 2007 et s'il avait gagné en 2016, il aurait pu déjà en avoir 8. Hamilton détitré potentiellement 9ème en 2020. Enfin, je trouve ça incroyable. Un peu pareil pour Schumacher, qui aurait pu ne pas avoir celui de 94. Euh, mais en même temps, il aurait pu également ajouter celui de 97. Il aurait pu ajouter celui de 99. Il aurait pu ajouter celui de 2006. Donc potentiellement, Schumacher, il a 10 titres en fait. Voilà, enfin, je trouve ça vraiment dingue. On pourrait vraiment refaire un palmarès alternatif avec toute cette saison où ça s'est joué à rien. Mais bon, voilà, comme je le dis à chaque fois, ça ne sert à rien de refaire l'histoire. Ce qui compte, c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est qui a franchi la ligne, qui ne l'a pas franchi. Euh, c'est la seule vérité du sport automobile. Mais voilà, je trouvais ça vraiment intéressant de voir ça. Du coup, j'espère que cette initiative de faire une deuxième partie un peu plus talk, calme, où on discute tranquillement des saisons qui ne sont pas rentrées, j'espère que ça vous a plu. Je vous encourage du coup à me donner vos avis sur le top 10 et sur cette deuxième partie, à me donner des conseils, je sais pas, ce que je pourrais améliorer, ce que vous voudriez voir sur la chaîne, euh, à faire votre propre top 10 également, ou simplement à vouloir discuter de Formule 1, voilà. Je vous invite également à me soutenir si vous en avez l'envie, en vous abonnant, en likant, en partageant, en me suivant sur les réseaux sociaux,
hein, sur Twitter. Donc voilà, je vous remercie, on se retrouve très bientôt pour un contenu différent, on sortira des top 10, on sortira du mode talk. Et pour finir, comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas que le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne. À bientôt.